Alors, mes chers collègues, nous allons commencer. J'imagine que nos collègues nous rejoindront. En tout cas, je veux bien le croire. Nous recevons ce matin Robert Ophèle. Ce n'est pas la première fois que nous recevons le président de l'autorité des marchés financiers. Et je vais en dire un mot. Je vous rappelle qu'après, nous examinerons le rapport d'information sur la taxe sur les titres de séjour en auditionnant pour les conclusions Stella Dupont et Jean-François Parigi, je pense, et l'examen d'un rapport d'information sur l'externalisation du soutien des forces en opération extérieure. C'est quasiment une troisième rendez-vous avec François Cornu-Gentine. Alors, Robert Ophèle, nous vous avions, Monsieur le Président, entendu le 19 juillet 2017, préalablement à votre nomination. Nous allons bientôt, d'ailleurs, entendre, je vous le dis, Stéphane Palaise, dont le Président de la République propose la reconduction aux fonctions de Président-Directeur général de la Française des Jeux. Donc, on va l'entendre pour cette candidature. J'ai souhaité que nous voyions M. Ophèle parce que je crois que c'est important qu'on se rencontre de manière régulière, et en tout cas quand il y a évidemment une actualité, mais elle est aujourd'hui de plus en plus forte. Robert Ophèle nous présente aujourd'hui le rapport annuel de l'AMF au Président et au Parlement. Les principaux centres d'intérêt de ce rapport rejoignent évidemment ceux de la Commission, qu'il s'agisse du Brexit, dont on parle régulièrement, et puis je pense également aux monnaies virtuelles, avec une actualité que chacun a vue extrêmement forte, avec le passage d'un seuil, en tout cas au moins dans l'ambition sur ce sujet. Je vous rappelle que Pierre Persson et moi-même avions fait une mission d'information sur ce sujet complexe des monnaies virtuelles. Donc ce sont des thèmes extrêmement importants. Et puis je pense aussi à la finance dite durable et au rapport de Bénédicte Pérol, notre rapporteur spécial, qui a fait de ce sujet un sujet de rapport spécial sur notamment les OAT dites vertes. Voilà, Monsieur le Président, je vais vous laisser nous parler de l'actualité de l'AMF et puis nous passons aux traditionnelles questions. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, la remise du rapport annuel de l'autorité des marchés financiers fournit l'occasion de rendre compte de notre action et d'évoquer les défis que nous devons relever. C'est important, je crois, pour une autorité publique indépendante d'avoir ce type de rendez-vous. Dans mon propos liminaire, je vais essayer d'être bref, je voudrais d'abord indiquer à quel point l'année 2018 et ce début 2019 ont été intenses pour l'autorité des marchés financiers. J'évoquerai ensuite nos ambitions européennes, en partie déçues, mais je crois nécessaires et que nous essayons de renouveler, de revisiter. Je conclurai sur les enjeux, quelques enjeux actuels de l'autorité. D'abord, l'année 2018 a vraiment été très intense pour l'autorité des marchés financiers, avec en particulier la mise en œuvre de nombreuses nouvelles réglementations européennes, au-delà de la nouvelle réglementation des opérations de marché, MIFID II, qui a été très, très largement médiatisée. Il y a eu notamment la réglementation des dépositaires centraux, qui est un maillon essentiel du post-marché, et j'ai aussi en tête la réglementation des fonds monétaires, qui renforce la sécurité de ces supports avec des exigences plus fortes en matière de division des risques et des caractéristiques des fonds à valeur constante. Ces mises en œuvre se traduisent par une énorme charge de travail, tant au niveau national, par exemple, il faut réagréer tous les fonds monétaires dans ce nouveau cadre, il y en a plus d'une centaine, que dans notre participation aux travaux de l'Autorité européenne des marchés financiers, l'ESMA, qui établit par exemple, par ses comités permanents, des centaines de questions-réponses auxquelles nous participons. Il y en a plus de 300 questions-réponses pour MIFID II. Toujours dans ce cadre, on donne des waivers, c'est-à-dire on donne
on évite la transparence pré-négociation, qui est une des clés de MIFID. On a à peu près 2000 cas d'espèces qui ont été traités de waivers, de transparence pré-négociation l'an passé, pour donner une idée un petit peu quantitative de ce que cela représente et auquel il faut que nous participions au niveau européen. Deuxième élément important, la préparation du Brexit, avec là encore plusieurs dimensions. Les travaux liés à la relocalisation d'activités en France, qui concernent toute la gamme des activités financières, les sociétés de gestion, les entreprises d'investissement, les courtiers, les plateformes de négociation, la compensation. L'adaptation également de la réglementation et des accords internationaux à un possible Brexit sans accord, tant au niveau national qu'européen, et la veille sur les mesures prises dans les autres pays de l'Union, qui est nécessaire tant la tentation d'approche nationale divergente est forte dans ces circonstances de Brexit possible sans accord. Deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est la lutte constante et renforcée contre la délinquance financière et les arnaques, avec un record en 2018 de 3100 réclamations signalements reçues sur notre plateforme épargne impôt service, 813 dossiers reçus par le médiateur de l'AMF entrant dans son champ de compétences, 154 mises en garde, et quelque chose de très nouveau, qui est l'activation des pouvoirs d'interdiction de produits par l'ESMA, par l'autorité européenne. Et je vous remercie également dans ce registre de la lutte contre la délinquance financière, je vous remercie d'avoir introduit l'encadrement demandé par le Conseil constitutionnel de notre recours aux données de connexion, les FADET. Le contrôleur des demandes des données de connexion et son suppléant ont été nommés en temps et en heure, et à aujourd'hui, depuis le début de l'année, donc 130 demandes ont été faites et acceptées, qui représentent 420 demandes aux opérateurs, qui concernent 19 enquêtes en cours. Et donc, merci d'avoir réouvert ce canal essentiel à la lutte contre la délinquance financière et les abus de marché. Nous avons mis en œuvre une nouvelle approche des contrôles des professionnels, avec plus de contrôles. On en avait fait par exemple 47 en 2017 et nous en avons fait 63 en 2018, avec un accent sur des contrôles thématiques à vocation moins répressive que précédemment. Enfin, l'année 2018, c'est l'année de préparation de la loi Pacte, qui renforce le rôle de l'AMF dans la finance responsable et durable, avec un focus sur le réchauffement climatique, et également qui renforce sa responsabilité en matière de finances digitales, avec un focus sur les cryptoactifs. Le ministre de l'économie vient d'homologuer les modifications de notre règlement général qui concerne les émissions de jetons, les ICO, et nous avons donc déjà enregistré les premiers dépôts de dossiers en la matière. Évidemment, l'instruction commence, nous n'aurons pas de résultats avant la rentrée. Néanmoins, c'est en cours. S'agissant des prestataires de services sur actifs numériques pour lesquels un décret d'application est nécessaire, nous pensons être prêts avant la fin de l'année, probablement au cours de l'automne. S'agissant de la finance durable, nous finalisons notre dispositif en coordination avec les autres initiatives publiques, car c'est un domaine dans lequel je crois qu'il faut éviter toute redondance pour être efficace et crédible. C'est mon premier élément, donc une année 2018 et un début d'année 2019 très intense. Mon deuxième point, ce sont les ambitions européennes de construction d'une union des marchés de capitaux. Ces ambitions ont été en partie déçues, mais je crois qu'elles sont nécessaires et renouvelées. Nous venons d'ailleurs de diffuser une première contribution à l'agenda réglementaire de la prochaine mandature européenne sur ces sujets. Nos ambitions ont été déçues car, malgré une fin de mandat européenne très productive, j'observe que les pouvoirs de l'autorité européenne, l'ESMA, restent peu renforcés, en particulier en termes de supervision directe. Ils restent presque anecdotiques. Quant aux produits financiers à dimension européenne, ils restent peu attractifs. Aucune avancée sur le projet des titres adossés à des obligations souveraines.
Certes, il y a eu la finalisation du produit pan-européen d'épargne retraite individuelle, le PEP, mais c'est un produit pour lequel la demande semble limitée et il n'y a rien eu en matière d'épargne salariale pan-européenne. Je crois que ces ambitions européennes de construction d'une union des marchés de capitaux sont cependant nécessaires, car le financement de nos besoins d'investissement doit s'appuyer sur l'ensemble du bassin d'épargne de l'Union, car un marché unique qui est fondé sur une libre prestation de services financiers et un passeport ne saurait perdurer sans convergence accrue de la supervision et de l'action répressive. Là, je perds mon papier. Et le dernier élément, c'est que dans un cadre où la principale place financière de l'Union nous quitte et où, au Royaume-Uni, on observe une évolution de l'approche de la réglementation financière qui sera mise en œuvre avec l'idée d'être plus réactif, plus adaptatif et plus ouvert sur les marchés financiers internationaux et s'écarter de l'approche de l'Union, cela impose de renforcer l'attractivité de l'Union européenne à 27 et cela passe donc par des progrès dans l'Union des marchés de capitaux. Néanmoins, je pense qu'il faut revisiter nos ambitions, ne pas refaire les débats qui viennent de s'achever avec des résultats donc médiocres de mon point de vue, et il faut se concentrer sur un certain nombre de sujets sur lesquels nous pouvons délivrer et nous devons délivrer au niveau européen. Ces sujets sont lesquels? C'est d'abord la stratégie digitale pour les services financiers, avec la nécessité d'adapter l'approche réglementaire européenne à la digitalisation de l'industrie financière, la tokenisation de cette intermédiation et passer de l'ICO au STO, c'est-à-dire au Securities Token, de la tokenisation des titres classiques, qui impose de revisiter l'ensemble de la réglementation européenne qui n'est pas adaptée à cette tokenisation. Le deuxième axe, c'est la concrétisation de nos ambitions en matière de finances durables. Il faut garder le momentum européen, achever la taxinomie européenne, c'est-à-dire la détermination des activités économiques qui relèvent de cette démarche soutenable. J'observe que le rapport sur le sujet a été rendu public hier par le groupe d'experts mandaté pour faire des propositions. C'est un rapport qui montre que ce momentum est gardé. Pour nous, régulateurs de marché, il s'agira d'assurer la fiabilité du reporting extra-financier des entreprises cotées. Et j'enregistre là aussi la publication avant-hier des orientations de la Commission sur les informations extra-financières à fournir sur les problématiques liées au climat. Il s'agit aussi d'assurer la fiabilité du reporting des institutions financières elles-mêmes sur l'impact de leur financement sur le réchauffement climatique. Il s'agit de mettre en œuvre la réglementation sur les indices de référence, les benchmarks, qui est telle qu'elle a été amendée pour incorporer cette dimension climatique. Et il s'agit enfin d'assurer la bonne intégration de cette dimension dans les relations entre les investisseurs et les épargnants. Le troisième sujet de prioritaire, et j'en ai 4, donc c'est le troisième, c'est le renforcement de l'architecture de supervision de la gestion d'actifs, dont le modèle mobilise les autorités de nombreux pays. On a dans la gestion d'actifs la localisation de la société de gestion dans un pays, on a l'immatriculation des fonds souvent dans un autre pays, la gestion de ces fonds est souvent déléguée à une entité qui est dans un troisième pays et on commercialise ces fonds dans d'autres pays. Et donc, il faut bien clarifier les responsabilités de chacun dans un paysage qui est aussi complexe. Nous devons aussi revisiter cette architecture de la gestion d'actifs au regard d'une tendance de fond qui se dessine actuellement et qui est de proposer des ETF, c'est-à-dire des fonds
qui sont listés, qui sont traités sur des plateformes de négociation. Et cela modifie complètement tous les circuits de commercialisation de ces fonds. Et donc, il y a un effort à faire au niveau européen sur la gestion d'actifs. Enfin, il faut au niveau européen que l'on revisite l'efficacité de l'information qui est donnée aux épargnants afin de trouver le bon équilibre entre, d'un côté, l'exhaustivité des informations données sur les produits et celles qui sont également demandées aux investisseurs pour s'assurer de l'adéquation des produits à leur profil, et d'un autre côté, la lisibilité, voire la pertinence de ces informations. Il faut bien sûr éviter de vendre ou d'acheter un produit financier inadapté à son profil, mais il ne faut pas qu'on se rabatte par défaut sur des produits sans risque et liquides, mais peu performants et ne permettant pas le bon financement de l'économie, ni d'ailleurs la couverture des besoins complémentaires de retraite des investisseurs, des épargnants. Au-delà de ces enjeux européens, l'AMF doit, je crois, relever 2 défis majeurs. Le premier défi, c'est l'accompagnement de la place dans les bouleversements qui interviennent dans un contexte de Brexit et qui est post-MIFID que je signais tout à l'heure, dans un contexte qui est d'une concurrence accrue avec un poids prépondérant des grands acteurs américains, voire britanniques, tant les domaines de la banque d'investissement et de marche, tant dans les domaines de la banque d'investissement que dans les banques de marché ou que pour la gestion des fonds. Il est très important que la place reste très forte sur ces sujets et l'AMF doit l'accompagner dans son adaptation à l'évolution des modèles de distribution des produits financiers qui est marquée par la nécessité d'avoir une transparence accrue sur les frais. On doit l'accompagner dans ses efforts pour surmonter des équilibres financiers qui sont structurellement fragiles dans beaucoup d'activités clés et qui pourraient les pousser à les abandonner. C'est par exemple, alors qu'ils sont très importants pour l'équilibre, le bon fonctionnement des marchés, je pense en particulier à la recherche financière qui donne des visibilités sur la valorisation des sociétés. Enfin, il faut que l'on soit vigilant dans l'encadrement des activistes, à l'achat comme à la vente, dont l'impact peut être d'autant plus sensible que le manque d'investisseurs résidents de long terme en actions se traduit par une détention élevée des valeurs françaises par les non-résidents. C'est le défi de l'accompagnement de la place. L'autre défi, c'est le défi des moyens pour l'autorité. L'autorité des marchés financiers française est de très loin l'autorité nationale qui a le moins de moyens dans le paysage européen et international. Les comparaisons sont toujours délicates parce que les périmètres sont différents d'un pays à l'autre dans les responsabilités des diverses autorités. Il faut avoir en tête que la France, c'est le 5e pays dans le classement en fonction de l'importance de ses marchés financiers. C'est le 5e pays. Bien sûr, on est derrière les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et le Japon. Tout de suite, ensuite, c'est la France. Les effectifs de régulation et de supervision dans ces pays et dans les pays voisins sont sans rapport avec les moyens humains qui sont mobilisés en France. L'AMF disposait de 494 équivalents temps plein à la fin de l'année 2018. La FCA britannique, qui a un périmètre différent, mais la FCA britannique, c'est 3800. La BaFin, c'est 2600. L'AFM néerlandaise et la Consob italienne, là, qui sont des pays dans lesquels les responsabilités sont très voisines de celles de l'AMF, c'est plus de 660 personnes sur des marchés qui ne sont pas du tout de la taille des nôtres. Au Royaume-Uni, si je fais la somme de la FCA et de la PRA, c'est l'autorité qui est à l'intérieur de la Banque d'Angleterre et qui surveille les banques de taille systémique en termes de supervision prudentielle. Si je fais la somme des deux, on est à 5231 personnes. Au Royaume-Uni, ils ont augmenté de 1110 personnes les effectifs mobilisés sur les 4 dernières années.
En France, si je fais la somme de l'AMF et de la CPR, nous sommes à 1500 personnes, juste pour que l'on en ait. Donc on a un défi. Donc je crois qu'il y a un besoin d'un renforcement modeste, mais inévitable, pour assumer en France les nouvelles responsabilités qui sont confiées par Pacte et la meilleure prise en compte, en particulier par l'AMF, des risques de blanchiment et de sécurité des systèmes d'information. Je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que le modèle de l'AMF, tant dans son équilibre financier que dans la gestion des ressources humaines, est un modèle, ou sa gouvernance, c'est un modèle qui est relativement fragile. L'AMF est une entité qui est structurellement en déficit. Structurellement en déficit, alors qu'elle collecte d'ailleurs des contributions qui dépassent de loin ses charges. Elle reverse l'excédent au budget de l'État. Le renforcement progressif de son plafond de recettes est incontournable. Deuxièmement, j'observe que le renouvellement du collège qui est intervenu, le collège de l'AMF, c'est 16 personnes, dont 13 ont été renouvelées en début d'année, eh bien, il a mis en évidence le caractère très délicat de cet exercice avec, pour la première fois, ça a été géré sans problème particulier, mais il y avait l'impératif de parité entre les hommes et les femmes, et surtout le renforcement des contraintes déontologiques introduites par la loi AI-API de 2017. À cet égard, j'attire l'attention sur le fait que les débats qui ont intervenu dans le projet de loi sur la fonction publique, en particulier pour les dispositions touchant la rémunération des membres des AI-API, ne sauraient, me semble-t-il, être fructueux sans qu'on s'interroge sur les profils recherchés pour la constitution de nos collèges et également pour leur présidence. Voilà, quelques mots d'introduction. Merci, Monsieur le Président. Quelques mots avant que je ne passe la parole à notre rapporteur général. Moi, j'ai bien noté votre souhait de renforcer les moyens de l'AMF. Le comparatif avec d'autres autorités est évidemment très impressionnant. C'est tout le problème du plafond de recettes. Et à partir du moment où il y a des contributions qui sont après plafonnées et reversées au budget de l'État, vous n'êtes pas la seule autorité ou le seul organisme public ou parapublic qui souffre de cela. Ça nécessite une clarification de l'État sur sa capacité à aller prendre des recettes qui sont normalement affectées à un organisme. C'est une vraie question. Je voulais juste peut-être avoir deux, trois éléments supplémentaires sur des éléments que vous avez abordés dans votre propos. Par exemple, sur la répartition du travail, le rôle respectif de l'ESMA et des régulateurs nationaux, mais plus particulièrement de l'AMF. Est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu plus dans le détail sur ce que fait l'un et ce que fait l'autre et l'évolution court terme de cette répartition? Je n'aborderai pas les sujets d'activisme. Nous menons une mission avec Benjamin Dirks sur ce sujet et nous vous entendrons dans les jours qui viennent sur ce point extrêmement important et souvent dans l'actualité. Il y a une autre actualité, c'est celle des crypto-monnaies. Vous l'avez évoqué rapidement. Hier, Facebook a lancé l'idée, plus qu'une idée, puisqu'ils doivent être prêts, a lancé l'idée d'installer une monnaie, le Libra, si j'ai bien compris son nom. Ça change à ce moment-là de dimension, les choses. C'est plus la même histoire. On a évidemment une crainte qui semble quasiment intuitive et presque naturelle, qui est de se dire, si des organisations privées détiennent à la fois des données sur chacun, plus font circuler une monnaie au fur et à mesure du temps, ça commencera singulièrement à ressembler à des organisations privées souveraines, ce qui pose un tout petit problème et une toute petite question. Est-ce que vous avez une réaction sur, au fond, ce changement de dimension annoncé de monnaie numérique parallèle, ou d'actifs numériques parallèles? Sur la place de Paris, comment voyez-vous le rôle de la City? Est-ce que évidemment, vous devez l'évoquer avec vos collègues, j'imagine. Comment ça peut se passer? La place de Paris est évidemment attractive. Qu'est-ce qui la rendrait peu attractive? Probablement des changements de législation trop forts ou trop
échantillon. Est-ce que c'est plutôt une activité que l'Europe va récupérer en partie? Est-ce que ça va être décentralisé dans un certain nombre de centres qui se font d'ailleurs la concurrence? Au fond, comment, au-delà du Brexit, personne ne sait très bien comment ça peut atterrir, mais voilà, qu'est-ce qui se prépare aujourd'hui à la City, puisque des choses se préparent. Enfin, on s'aperçoit qu'il y a moins de fonds levés par les marchés financiers, probablement à cause de la faiblesse des taux d'endettement. C'est qu'on préfère la dette au fonds, à la levée de fonds. Est-ce que ça vous inspire des commentaires? Est-ce que c'est une tendance à votre avis? Est-ce que c'est un mauvais moment à passer sur les marchés financiers et un risque supplémentaire en ce qui concerne l'endettement global et général qui devient de plus en plus élevé? Quel est au fond le sentiment du président de l'AMF sur ces équilibres qui sont en train de changer? Monsieur le rapporteur général. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, cher ex-collègue également, Madame. Écoutez, oui, ça fait, cher ex-collègue, ça fait toujours très bien comme entrée en matière. Ce qui est mieux que ex-cher collègue. C'est beaucoup plus gênant. Non, simplement, moi, Monsieur le Président, je voulais vous remercier des propos que vous avez tenus sur la façon dont nous avons saisi la balle au bond s'agissant du problème des fadettes et du grand trou noir dans lequel risquait de tomber l'ensemble des procédures, ce qui est la preuve d'ailleurs de l'intérêt de ces auditions, puisque le seul sujet a été de trouver un véhicule législatif qui soit rapide, et la loi fraude était là juste à temps, je dirais, pour éviter que le trou noir n'absorbe les procédures. En tout cas, merci d'avoir été en ce sens un lanceur d'alerte de procédures qui quelquefois tombent dans le néant absolu des arcanes administratives. La balle au bond a été reprise. Moi, j'ai quelques questions, dont une d'ailleurs est complémentaire à ce que vient de dire à l'instant notre présidente de commission. Bon, une partie de votre activité va concerner la régulation du marché émergent des actifs numériques. Alors, moi, je voudrais savoir quelles sont les grandes caractéristiques du visa que vous avez proposé aux acteurs de la place au début du mois, et combien de levées de fonds d'actifs numériques vous attendez-vous à regarder cette année? Sur un autre sujet, les sociétés non financières ont en 2018 continué à se financer par de la dette bancaire essentiellement, tandis que les émissions de titres de capital sont en recul. Alors comment est-ce que vous analysez ce niveau d'endettement dans un contexte où nous avons, avec la loi Pacte, souhaité encourager le développement de l'épargne longue? Et pour terminer, quelques mots sur la situation financière de l'AMF et les propos que vous avez tenus également sur l'accroissement des missions qui vous sont confiées. Alors sans aller forcément jusqu'à la comparaison avec l'exemple britannique, parce que le britannique régule depuis fort longtemps. Alors, en Grande-Bretagne, il est rare même qu'un cahier des charges de DSP ne soit pas suivi par quelqu'un, voire pisté par quelqu'un, mais ça n'est pas tout à fait la tradition ni la culture française. Donc la situation de l'AMF, bon, si on la regarde de près, elle est plutôt satisfaisante, parce que vous avez des disponibilités bancaires de 54 millions d'euros en 2018, mais ce qui vous gêne un peu aux entournures, pour ne pas dire plus, c'est le plafond de ressources qui est imposé par la LFI. Alors, bon, simplement, ma question, elle est claire, c'est faut-il encore augmenter ce plafond après la hausse de 2019? À quel rythme pour faire face à l'accroissement de ces missions que vous avez citées, entre autres la loi Pacte, mais vos obligations également sur le blanchiment, sur lequel je suis assez regardant également. Merci. Dominique David. Merci, Monsieur le Président. Nous avons voté l'an dernier en loi de finances un changement de calcul des droits perçus par l'AMF pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit. Auparavant, la contribution était proportionnelle au fonds propre de l'établissement. Le montant plancher était fixé à 3 000 € et pouvait être rehaussé en fonction de la taille de l'établissement concerné. Depuis cette année, le montant est désormais forfaitaire et fixé à 30 000 €. Pour les petits acteurs, la contribution a été multipliée par 10.
Monsieur le Président, avez-vous pu évaluer l'effet d'un tel changement sur les acteurs du secteur? De mon côté, j'ai été saisie par des petits acteurs qui ont vu leur contribution augmenter très fortement, pour certains multipliée par 10. Donc j'imagine qu'à l'inverse, évidemment, ils n'ont pas remonté d'informations, bon nombre d'acteurs importants ont dû voir leur contribution à la baisse. Donc est-ce que vous pouvez effectivement le confirmer? Et du coup, je me pose la question effectivement du principe de proportionnalité dans le calcul de ces droits. Merci. Marie-Christine Dalloz. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, puisque nous sommes à la Commission des finances, et c'est une question hors cadre général, j'ai observé dans le cadre de votre rapport annuel vos charges d'exploitation. Elles augmentent de 1,7%. Vous me direz, c'est quasiment un peu plus que l'inflation. Enfin, c'est l'inflation. Sauf que si vous étiez une collectivité territoriale et que vous ayez signé le pacte de Cahors à 1,2, eh bien, il y aurait 0,5 d'excédent de dépenses supplémentaires. Voilà. C'était une remarque qui n'appellera pas de commentaire particulier, mais je crois que quand on demande quand on met des contreparties à l'ensemble des collectivités territoriales, il est bon que les organismes d'État se les appliquent elles-mêmes. Maintenant, j'ai deux questions, Monsieur le Président. Sur le Brexit, vous nous avez effectivement dressé un tableau de la concurrence accrue qui se joue aujourd'hui, notamment, et moi je pensais que c'était essentiellement les banques d'investissement, mais vous dites que ça concerne aussi les banques de marché. Moi j'aimerais savoir, parce que ça fait maintenant plusieurs mois, voire 2 ans, que nous entendons parler de la préparation de la France en perspective du Brexit pour l'implantation de sites sur notre territoire. Concrètement, qu'est-ce qui a été mis en œuvre? Qu'est-ce qui a été réalisé? Y a-t-il encore des pistes à travailler? Parce que moi, j'aimerais bien qu'on rentre dans des exemples factuels des conséquences du Brexit sur le territoire français. Et enfin, sur l'Europe, j'ai été très attentive sur votre... Vous dites que la conviction par rapport à l'Europe et l'autorité des marchés financiers reste intacte, mais quand même, votre analyse et votre constat sur les réalisations européennes sont très en deçà de ce qui était espéré. Donc aujourd'hui, quelles ambitions sont raisonnables dans ce domaine-là par rapport à une vision européenne, premièrement? Et deuxièmement, et je rejoindrai le président de la Commission des finances sur la question des crypto-monnaies, est-ce qu'il y a une approche européenne et dans quel sens elle pourrait converger vers des mesures justement qui aillent dans un sens plus européen? Merci. Mohamed Lakila. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, votre rapport relève 3 grands enjeux pour l'avenir proche. Parmi eux, je souhaiterais aborder les cas du Brexit et de la finance durable. Concernant la perspective d'un retrait de l'Union du Royaume-Uni, vous avez signalé un phénomène émergent de décentralisation des services financiers entre les différentes places boursières européennes en vue de remplacer le poids de la Bourse de Londres. Dans cette éventualité, ce nouveau schéma entraînerait une répartition des fonctions en adéquation avec les atouts des villes et les aménagements décidés par les acteurs locaux. S'il paraît évident qu'un tel modèle implique une véritable révision des logiques de coopération pour maintenir un traitement effectif, il incarne surtout une opportunité exceptionnelle d'approfondir l'intégration européenne dans le domaine. Par conséquent, en tant que promoteur de longue date d'une collaboration intensifiée dans ce sens, quelles sont les recommandations de l'AMF pour optimiser la fluidité de ces échanges et transformer ainsi les rapprochements induits en passerelles vers une union plus étroite en matière financière? S'agissant de l'intégration des considérations environnementales et sociales dans le domaine de la finance, l'AMF s'est positionnée comme un acteur d'avant-garde et engagé dans cette optique de responsabilité écologique. En atteste d'ailleurs votre plan stratégique pour 2018-2022, ainsi que l'ouverture d'une unité stratégie et finances durables. Aussi avec la récente adoption de la loi Pacte, prévoyant en la matière plusieurs dispositions. Quels outils entendez-vous concrètement élaborer
afin d'exploiter au mieux ces apports dans l'exercice de vos missions. Je vous remercie. Merci. Jean-Louis Bricout. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, les outils financiers évoluent très rapidement en prenant des formes multiples pour trouver de nouvelles formes de profit. Cette malléabilité des outils a été renforcée par l'apparition des cryptoactifs issus des crypto-monnaies qui posent un problème nouveau ou plutôt reposent un problème ancien politique. Comme le disait Auguste Comte, la société est progressive et l'État est souvent stationnaire. Voilà ce qui confirme à nouveau l'AMF. En effet, dans le cadre de ses missions de protection de l'épargne investie dans les produits financiers et la bonne information des investisseurs, votre rapport indique que 36% des demandes traitées depuis 2016 concernant les cryptoactifs étaient frauduleuses et relevaient de la cybercriminalité par Internet. Par ailleurs, un problème complémentaire est posé à l'AMF, à savoir la qualification juridique des cryptoactifs. En effet, la qualification de ces produits en instruments financiers les soumettrait aux règles du Code monétaire et financier, COMOFI, en matière d'agrément pour la fourniture de services d'investissement, en matière de bonne conduite aux obligations issues du règlement EMIR, en obligeant la déclaration des transactions à référentiel central, ou encore des dispositions de l'article L533-12-7 du COMOFI, instaurant une interdiction de publicité. Dès lors, on peut se demander si le caractère régulier de ces fraudes des demandes adressées à l'AMF ne pourrait pas être grandement atténué à l'aide de ces nouvelles qualifications juridiques qui viendraient réglementer les pratiques quelque part hors cadre. Au final, considérez-vous que le cadre législatif doit évoluer pour mieux protéger les épargnants? Et avez-vous d'autres solutions à proposer, notamment peut-être la révision de vos missions par exemple? Deuxième question, que vous inspire l'arrivée effectivement de Libra sur les marchés et plus généralement, comment appréhendez-vous l'arrivée des monnaies parallèles sur les marchés? Et puis j'avais une autre question, mais je ne la retrouve plus. Oui, l'AMF souligne aussi qu'au cours du second semestre 2018 et dans le courant du premier semestre, les services ont instruit plusieurs dossiers dans la perspective de la relocalisation en France de certaines activités d'établissements financiers britanniques se préparant à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Je pense que la tendance doit continuer à se confirmer, mais avez-vous quelques précisions sur les profils des nouveaux arrivants, s'il vous plaît? Merci. Charles de Courson. 3 petites questions, Monsieur le Président. Première question, sur le Brexit. Vous dites dans votre rapport que le secteur financier est raisonnablement préparé à une telle rupture. Est-ce que vous pourriez un peu développer dans la Commission le concept de raisonnablement? Qu'est-ce que ça veut dire? Sommes-nous prêts ou pas? Deuxième question, sur l'extension de votre mission aux actifs numériques et le fait que, hélas, le visa n'est qu'optionnel sur les ICO. Est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que vous êtes prêt et est-ce que vous avez commencé à exercer cette mission? Troisième et dernière question, beaucoup d'économistes et de banquiers pensent qu'on est à la veille d'une nouvelle grande crise financière. Dans cette hypothèse, dans ce risque, quel rôle peut jouer l'AMF? Monsieur le Président, je vous laisse répondre à cette première série de questions. Il y aura une dizaine de questions par la suite. L'ESMA a en gros a 3 fonctions. On a donné à l'ESMA des pouvoirs de supervision directe sur un certain nombre d'acteurs financiers. Ils sont très limités. C'est essentiellement les agences de notation et ce qu'on appelle les entrepôts de données, les trade repositories, sur lesquels ils ont un pouvoir direct d'agrément et de contrôle. La réforme récente a un petit peu élargi, mais c'est pour 2022 et ça reste anecdotique de mon point de vue. La deuxième fonction, c'est d'être un conseil de la Commission pour tout ce qu'on appelle la réglementation de niveau 2, c'est-à-dire dans la réglementation financière européenne, on détermine 3 niveaux. Le premier, c'est celui que le Parlement, les co-législateurs arrêtent, c'est le niveau 1, c'est les directives et les règlements. Le niveau 2, ce sont des textes d'application qui sont pris par la Commission et avec possibilité par le Parlement de dire oui ou non. Et donc, dans cet exercice-là, l'ESMA
est un conseil de la Commission avec des propositions qui sont faites. Et le troisième niveau, donc ça c'est le deuxième aspect, le troisième aspect, c'est assurer la convergence de la mise en œuvre de ces réglementations par l'ensemble des 28 aujourd'hui pays et 28 autorités en charge. Et ça passe par des orientations, c'est-à-dire des guidelines sur lesquelles chaque pays doit se positionner en disant « je les applique » ou « j'explique pourquoi je ne les applique pas ». C'est également les questions-réponses auxquelles je faisais allusion tout à l'heure et sur lesquelles qui sont censées éclairer l'ensemble des acteurs de l'Union à 28 sur la manière de mettre en œuvre ces réglementations. Et ça se traduit in fine par ce qu'on appelle des revues par les pairs, des peer reviews, sur une thématique sur laquelle l'ESMA coordonne un certain nombre de revues pour vérifier que chacun applique de la même manière la réglementation commune. Et donc, l'ESMA est organisée avec un board, un conseil auquel je représente bien sûr la France, et des groupes de travail permanents qui, selon les domaines, travaillent sur ces questions de niveau 2 ou de niveau 3, c'est-à-dire de convergence. Avec un rôle un petit peu particulier qui est en train d'augmenter actuellement sur deux éléments qui sont les relations avec les pays tiers et les chambres de compensation. Si vous souhaitez, je peux venir. Mais ça mobilise, et nous avons de la chance parce que l'ESMA est à Paris. Mais donc, on est favorisé par rapport à nos collègues, mais c'est une extrême mobilisation des équipes pour participer à ces travaux. Il y a plusieurs questions autour des crypto-actifs. Les crypto-actifs, ça recouvre des actifs de nature très, très différente. Il y a des actifs qui pourraient être qualifiés, qui sont des titres financiers, comme vous l'avez, et à celle-ci, à ces titres-là, on doit appliquer la réglementation des titres financiers. Simplement, la réglementation actuelle n'est pas adaptée à ces titres-là. Elle en fait trop sur certains aspects qui freinent le développement, et par contre, elle n'en fait pas assez sur d'autres éléments parce que ces actifs ont des risques particuliers. Et donc là, on doit faire un effort au niveau européen pour adapter notre réglementation parce que c'est indispensable pour améliorer, faire des économies sur le coût de l'intermédiation financière, et ça se fait ailleurs. C'est en train de se faire ailleurs. Ça, c'est pour les caractéristiques sur des titres, la tokenisation de titres classiques. Et puis ensuite, on a le domaine des ICO, voire des crypto-monnaies, qui sont, eux, qui ne sont pas couverts par la réglementation européenne, et pour lequel vous avez, cette année, mis en place une réglementation spécifique avec une optionnalité que certains peuvent, dans certaines dimensions, pas dans toutes, hein, parce que pour les prestataires de services sur actifs numériques, ils doivent obligatoirement être enregistrés pour qu'on puisse vérifier qu'ils appliquent les règles sur la lutte anti-blanchiment. Mais par contre, la licence elle-même, complète, elle est optionnelle. Pourquoi est-ce qu'elle est optionnelle? Parce que, premièrement, on débute dans ce domaine-là et il est très important de pouvoir adapter notre approche. Et je dirais, dans mon esprit, le fait d'être optionnel nous permet d'être encore plus exigeant quand on donne la dite licence. Parce que comme elle n'est pas obligatoire, après tout, si vous voulez faire l'opération, vous pouvez toujours la faire. Deuxièmement, je crois que le jour, et nous militons pour ça, où l'approche sera européenne, à ce moment-là, nous pourrons avoir une approche qui ne soit plus optionnelle, mais qui soit obligatoire, mais au niveau européen. Parce qu'aujourd'hui, si on la rend obligatoire et qu'on le refuse, eh bien, il passe la frontière et il le fait ailleurs, et c'est pareil. Donc, dans mon esprit, c'est une étape. C'est une étape vers quelque chose de plus. Alors, la question du Libra, qui est donc
nos amis de Facebook, enfin je dis nos amis, ont donné les détails avec un white paper, un papier blanc, hier, naturellement, tout le monde, enfin, j'ai regardé de près. Il ne faut pas se tromper, ça n'a rien à voir avec le Bitcoin. Ça n'a rien à voir avec le Bitcoin. Moi, ça m'a rappelé les monnaies locales que vous connaissez bien, où on dit, vous amenez... Oui, mais le concept, c'est quoi? Vous amenez des euros et je vous donne des violettes, ou je ne sais plus comment c'est à Toulouse, ou voilà. Je crois que c'est... Hein, c'est bien ça. Ou d'autres. Il y a chacun sa propre. Mais finalement, vous amenez 1 euro, vous avez une monnaie locale, et à tout moment, vous pouvez rechanger votre monnaie locale contre les euros qui ont été déposés. Là, c'est pas sur une devise, c'est pas sur l'euro, c'est sur un panier de devises, une sorte de DTS quelque part. Mais le concept, c'est de dire à chaque fois que vous achetez un Libra, vous l'achetez contre une devise, et moi, je garde en face le panier de devises en question. Le panier de devises que je replace dans le système bancaire et dans le système. Donc, en fait, vous n'avez pas de perte en ligne. Moi, le souci, le perte en ligne, c'est-à-dire que si vous achetez un Libra, vous débitez votre compte, vous créditez le compte de l'association Libra, et l'association Libra elle replace les fonds dans le même circuit. Donc, vous n'avez pas de perte en ligne. Par contre, vous avez un risque qui est... Et mon problème, c'est de dire qui contrôle ça et qui s'assure que le dispositif est sérieux. Sérieux, ça veut dire quoi? Sérieux, ça veut dire, est-ce que le risque de liquidité, puisqu'à tout moment on peut rééchanger, comment est-ce qu'il est géré? Les placements, est-ce que ce sont des placements vraiment sûrs? Est-ce qu'il ne faut pas avoir des capitaux propres en face? Et ça, je crois qu'il va falloir l'éclaircir fortement, parce que finalement, ce n'est rien de plus qu'une activité bancaire internationale, mais simplement, elle se situe dans un cadre réglementaire qui ne me paraît pas aujourd'hui très clair, et donc qui demande à être clarifié. Le fait qu'il y ait une association, une fondation en Suisse n'est pas en soi, n'est pas suffisant, comment dire, pour nous rassurer de ce point de vue-là. Mais j'attire l'attention sur le fait que c'est un concept qui est très différent de ceux que l'on connaissait avec les crypto-monnaies, entre guillemets, d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, on disait que les crypto-monnaies d'aujourd'hui ne sont pas des monnaies. Là, la question est plus ouverte, et beaucoup plus ouverte. Et s'agissant de Facebook, il y a aussi naturellement le concept très très lourd de la gestion de la confidentialité des données, hein, qui est associé à cela. Donc, voilà les premières réactions que j'avais en lisant ce document, qui est surtout d'ailleurs à ce stade qui interpelle les banques centrales et les superviseurs bancaires, parce qu'on est dans une activité d'intermédiation bancaire presque classique. Vous avez souligné le fait qu'il y ait moins de... Les levées de capitaux sur les marchés actions cotés sont aujourd'hui très faibles. Beaucoup plus faibles que ce que l'on pourrait espérer, et beaucoup plus faibles, je crois, que ce dont nous avons besoin. La contrepartie de cela, c'est quoi? C'est d'abord qu'il y a un endettement qui augmente très très vite, puisqu'on a des taux d'endettement qui augmentent environ de 6% par an, que ce soit pour les ménages ou pour les entreprises. Et donc, évidemment, ceci est lié à la politique monétaire et aux taux extraordinairement bas que nous avons. Les mesures macro-prudentielles qui sont mises en œuvre sont censées essayer de maîtriser ce phénomène. Le deuxième aspect que l'on observe, c'est le montée du private equity, c'est-à-dire des levées de fonds qui se font hors marché réglementé et qui se font par donc des placements privés. Il y a à la fois un caractère cyclique dans ces évolutions, mais quand même, il y a aussi une tendance de fond. Et donc, au-delà du bruit
du cyclique qui fait qu'une année ou l'autre il peut y avoir, il est quand même préoccupant de voir la tendance de fond. La loi Pacte qui aide, qui favorise le financement et l'investissement de long terme, elle vient d'arriver, il est trop tôt pour en tirer les conclusions, mais il est clair que tout ce qui est en particulier lié à l'épargne salariale et à ces éléments-là sont des éléments qui devraient permettre de renverser, d'atténuer ce trend que l'on observe. Bon, vous m'avez interrogé sur la manière dont on allait donner les visas. Donc on a mis à jour notre règlement général il y a 15 jours. Il y a 15 jours, le ministre Alain, et évidemment, on regarde beaucoup d'éléments, que ça soit à la fois l'information qui est donnée par l'émetteur et également pour ces ICO, puisqu'il y a 2 dossiers aujourd'hui qui ont été déposés à l'AMF, qui sont en cours d'instruction, et tout le processus de levée des fonds. En particulier, est-ce que les fonds sont ségrégés? Est-ce qu'ils sont, si on collecte plus que ce qui est visé, comment est-ce qu'on renvoie l'excédent aux souscripteurs? Il y a toute une liste de critères qui sont vus et échangés avec les porteurs de projets en cas de... et nous sommes en discussion aussi en cas de doute sur les processus qui sont derrière. On a la capacité de travailler aussi avec l'ANSSI pour vérifier que ces systèmes de blockchain qui sont derrière présentent un certain nombre de sécurité. Vous avez signé des... moi, je dirais, je suis très sur les moyens et les plafonds, je suis extrêmement ouvert. Je veux dire, quels sont les moyens que vous voulez mettre à la disposition de la supervision financière et on va voir ce qu'on peut faire avec cela. Ce que je sais, c'est que c'est de plus en plus compliqué. La réglementation augmente de façon, et en particulier européenne, augmente de façon exponentielle. Il faut aller de plus en plus vite parce qu'il y a une réactivité à avoir qui est extrêmement forte. Et on a eu beaucoup de sollicitations dans le cadre du Brexit. Alors, dans le cadre du Brexit, c'est toujours difficile. Je crois que le Brexit, c'est pas une aventure, c'est pas une photographie à un moment donné. Les conséquences vont se propager et se modifier pendant toutes les années qui vont venir. Parce que la première réaction des acteurs, c'est de prévoir des localisations à tel ou tel endroit avec des sièges et des agences et des succursales. Ensuite, les moyens exacts qu'ils mettent dans un endroit ou dans un autre, ils dépendent de la manière dont le Brexit va se passer et ils vont évoluer au cours du temps. Nous avons eu en gros une vingtaine d'entreprises d'investissement qui ont demandé une nouvelle licence. Il y a eu une vingtaine de sociétés de gestion qui ont demandé une nouvelle licence. Nous avons à peu près une dizaine de plateformes de négociation qui ont déposé un dossier. On voit que tous les grands courtiers interbancaires se sont installés à Paris, mais la plupart de ces établissements sont installés dans plusieurs places de l'Union. Et dans un certain nombre de cas, vous allez avoir un siège qui va être, mettons, à Francfort, une agence à Paris, mais l'essentiel des moyens des personnes vont peut-être être à Paris. Et donc, ce sont des choses qui évoluent beaucoup. En tout état de cause, nous parlons de plusieurs milliers d'emplois. Je crois qu'il faut quand même avoir ça en tête. Je ne parle pas de quelques dizaines d'emplois. Nous parlons de plusieurs milliers d'emplois au total. Direct et pas indirect. Quand je dis raisonnablement prêt, c'est parce qu'un superviseur est toujours prudent. Je pense que nous sommes prêts et que les établissements
était prêt. Mais il y a une telle... Les grands établissements sont prêts, c'est évident. On n'est jamais à l'abri d'un certain nombre de mauvaises surprises de tel ou tel. Comme je pense que nous étions raisonnablement prêts fin mars, fin octobre, je pense que là, on sera totalement prêt. Mais il y a un certain nombre d'éléments qu'il va falloir revisiter. J'en cite juste un qui est un peu compliqué, qui est de dire on a donné au niveau européen une équivalence à LCH Limited, qui est la chambre de compensation à Londres qui compense les swaps de taux, qui est un élément très très important dans le marché financier. On leur a donné une équivalence qui se termine le 30 mars 2020, puisqu'on a donné un an à partir de là. Donc la question se posera de savoir comment on gère la fin de cette équivalence, sachant qu'il y a une nouvelle réglementation européenne qui s'appelle EMIR 2.2 qui arrive en place et qui modifie l'approche que nous avons des chambres de compensation de pays tiers. Je donne cet exemple. Le plafond, ce que moi je souhaite et que je discute avec les parties prenantes, c'est une augmentation modérée mais régulière du plafond, parce que je vais donner quelque chose qui est un peu qui est clair. Nous avons nos charges et puis courantes, et puis nous avons, parce que on avons des dotations aux amortissements. Et les dotations aux amortissements, je connais le profil des dotations aux amortissements, parce qu'on a des projets informatiques qui là, ces dotations, elles vont augmenter dans l'avenir, quoi que l'on fasse. Quoi que l'on fasse. Et donc, il y a une nécessité progressivement de lisser, d'augmenter progressivement ce plafond de façon modérée. Et pour les effectifs, ce que j'ai en tête, c'est également quelque chose de très modéré, parce que nous avons des besoins supplémentaires, mais nous avons aussi des gains de productivité qui arrivent parce que ces projets informatiques vont délivrer. Donc il y a une balance entre les deux qui est légèrement à demander un renforcement, mais nous ne sommes pas dans un schéma britannique. Merci. Donc je prends la question de nos collègues. Éric Alauzet. Il n'est pas là. Voilà. Je suis là. Je suis arrivé en Allez-y. retard, pardon. Pas plus de 2 minutes, s'il vous plaît. Il y a 2 rapports derrière. Connaître les actions qui sont menées ou peuvent être menées par l'AMF du fait de la vulnérabilité financière liée aux risques écologiques, climat, biodiversité et ressources, santé. Micro, s'il vous plaît. Pardon. Une vulnérabilité financière liée à l'évolution de la réglementation, des taxes et impôts, à l'apparition des conflits écologiques ou à d'autres conséquences qui viendront impacter fortement le rendement du capital, les biens et les services. Donc l'accompagnement du développement de la finance durable est listé comme une des priorités d'action de l'AMF pour 2019, année durant laquelle l'AMF déploie les premières actions de sa feuille de route et participe aux discussions européennes sur le sujet, ce qui me pousse à demander quelques précisions et éclairages. Tout d'abord, quel rôle précis du régulateur qu'est l'AMF concernant le développement de la finance durable? Deuxièmement, quelle évolution en matière de régulation et de normes françaises pourrait favoriser le recentrement vers une finance durable avec une augmentation de la durabilité des produits commercialisés et une meilleure visibilité de celle-ci pour les investisseurs? Quelle est votre analyse des enjeux et travaux européens et de leurs évolutions? Où en êtes-vous dans la création d'une unité stratégie et finance durable chargée de coordonner les travaux des différentes équipes de l'AMF que vous aviez envisagé? Et voilà, mais ce sera tout. 4 questions, s'il vous plaît. Merci. Catherine Hausson. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les fonds activistes sont devenus un véritable phénomène boursier. Selon un rapport récent, l'activisme actionnarial aurait été record en 2018, prenant des positions à découvert volontairement déstabilisatrices pour imposer une gouvernance ou un rapport de force rémunérateur. À dire vrai, tout cela n'est rien d'autre que de la spéculation qui ne dit pas son nom. Monsieur le Président, la France et l'Europe doivent-elles renforcer leur régulation sur les ventes à découvert? Faut-il et peut-on les interdire? Comment réduire le rôle déstabilisateur de ces fonds?
Enfin, j'ai une deuxième question. Avec la loi Pacte, l'AMF a reçu pour mission d'accorder un visa optionnel aux projets mettant en jeu les ICO et vous venez de nous dire que l'AMF sera prête très prochainement à les délivrer. Sauf que depuis l'effervescence sur les jetons depuis début 2018, le Bitcoin a chuté et on a le sentiment que la bulle a éclaté. Combien pensez-vous accueillir de dossiers dans les prochaines semaines? Avez-vous des contacts et pour quel type d'opération? Et que pensez-vous de l'initiative récente de Facebook? Michel Lozana. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Ophel, la loi Pacte donc est venue renforcer vos pouvoirs et missions, et en particulier sur la qualité des informations fournies en matière de financement durable, ça a été dit. Donc la loi Pacte a été promulguée il y a moins de mois, mais moi j'aurais voulu savoir comment vous vous projetez, comment vous voyez votre feuille de route pour cette loi Pacte, et en particulier les cryptoactifs. Mais surtout, je voudrais aussi vous parler des financements participatifs, parce que ça aussi, ça a été rajouté. Et il y a peu, il y avait une société britannique qui a fondu les plombs, si j'ose dire, qui n'est pas allé au bout, pardon, je ne trouve plus mes mots. Et donc, dans le prêt participatif, vous avez donc un rôle. Le prêt participatif a augmenté de plus de 40% en 2018, et c'est l'entreprise donc Lendi qui a fait faillite, voilà. Donc vous avez un rôle là-dedans. Les autorités britanniques ont pris plusieurs mesures. Par exemple, pour les épargnants débutants, limiter les placements à 10%, avoir une meilleure information. Donc que pensez-vous de ces mesures? Est-ce que vous allez les appliquer de la même manière en France, ces mesures? Comment protéger les épargnants de ces faillites dans le crowdfunding qui a une image proche des gens, mais qui peut donc entraîner des faillites importantes. Et ensuite, dernier point, au regard de toutes ces nouvelles missions que vous donne la loi Pacte, est-ce que dans le jaune budgétaire, les objectifs et indicateurs de performance doivent-ils évoluer? Stella Dupont. Merci, Monsieur le Président. En relais de la question de Michel Lozana, les projets participatifs et citoyens constituent un levier essentiel pour favoriser l'ancrage et l'acceptation des projets d'énergie renouvelable et de la transition énergétique dans son ensemble. Dans ma circonscription en Maine-et-Loire, l'association À tout vent en Chemillois a pu réaliser un parc de 5 éoliennes grâce au financement citoyen. Agriculteurs et habitants se sont rassemblés, se sont concertés et ont emmené les acteurs du territoire dans cette démarche participative. L'AMF, qui est donc l'autorité administrative indépendante qui joue le rôle de régulateur des marchés financiers, pour ce faire, elle est libre d'édicter des normes au sein de son règlement général, et ces règles s'appliquent à tous naturellement. L'une d'elles était très critiquée par les associations favorisant les projets participatifs en général. Il s'agit du respect du seuil de 50% maximum du capital offert au public, édicté par un article du règlement de l'AMF. Or, ce seuil de 50% a été supprimé par l'arrêté du 11 juillet 2018 qui est venu valider votre modification de règlement. Mais on s'y perd un peu, car cette suppression ne semble pas s'appliquer aux projets participatifs de production d'énergie renouvelable à la lecture de l'article R 314-71 du Code de l'énergie, sans que l'on comprenne bien pourquoi. Et c'est assez complexe et cela interroge les acteurs associatifs. Et ces associations recommandent régulièrement la suppression de ce seuil, car il agit en fait comme un frein au projet d'énergie renouvelable. Pouvez-vous, s'il vous plaît, rappeler les seuils en vigueur pour la participation citoyenne au projet d'énergie renouvelable et le cas échéant, qu'est-ce qui justifie des règles financières spécifiques et moins avantageuses pour le financement participatif pour les seuls projets liés à la production d'énergie renouvelable? Quelles sont vos recommandations? Merci. Fabrice Levigoureux. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, deux petites questions. Une première, vous n'y avez pas répondu à l'interpellation de Charles de Courson sur finalement une question divinatoire. À quoi pourrait ressembler la prochaine crise financière et quelles leçons est-ce que vous avez vous tirez finalement des précédentes crises financières? Quels outils ad hoc, quelle organisation particulière l'AMF a-t-elle mise en place par rapport à ça? Et puis,
Juste encore plus de précision, finalement, quantitative sur votre souhait de relever le plafond de ressources en comparaison avec les autres agences de nos voisins européens. C'est quoi 464 aujourd'hui pour les effectifs? C'est quoi votre intention précise en matière d'évolution des effectifs de l'agence par rapport aux nouvelles missions qui lui sont confiées? Merci beaucoup. Merci. Émilie Cariou. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, les enquêtes de l'autorité des marchés financiers génèrent aujourd'hui des sanctions financières, administratives et pénales qui peuvent poser des difficultés d'exécution. Est-ce que vous disposez aujourd'hui d'un suivi statistique du recouvrement des amendes et est-ce que vous disposez d'un suivi de l'effectivité des autres sanctions pénales? Avez-vous un objectif d'amélioration du recouvrement des sanctions? Et enfin, quels sont vos liens chargés avec les services chargés du recouvrement? Nadia Hay. Merci, Monsieur le Président. Dans le rapport de 2018 de l'AMF, il est indiqué qu'elle devra accompagner des acteurs professionnels dans la mise en œuvre d'un cadre réglementaire devenu très complexe, en matière notamment d'information et de transparence, mais elle devra aussi évaluer les évolutions que vont entraîner les nouvelles réglementations et veiller à l'attractivité des marchés. Avec tout ceci, une très haute réactivité, et vous l'avez dit, Monsieur le Président. Alors ma question, c'est de savoir comment l'AMF se prépare-t-elle à cet accompagnement, alors que vous avez attiré notre attention sur les effectifs de l'AMF en comparaison avec les homologues étrangers. Deuxième point, ça concerne en fait l'attractivité en tant que telle. Vous nous avez rappelé aussi le rôle de l'AMF dans l'accompagnement des acteurs qui souhaitent s'implanter ou démarrer des activités à Paris, ainsi que les établissements français qui doivent préparer la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette l'audition d'aujourd'hui intervient d'ailleurs au lendemain de la publication d'une étude de KPMG qui révèle que Paris capte en 2018 plus d'investissements étrangers en recherche et développement, permettant à la ville et à la région parisienne de se situer à la 2e place, juste après Londres, dans le classement mondial de l'attractivité. Alors ma question, c'est de savoir, d'après vous, quel a été l'impact de la réforme de la fiscalité du patrimoine, s'il y en a un, dans l'amélioration de l'attractivité de la France de manière plus générale. Dernière intervention, Marie-Christine Verdier-Jouclas. Oui, merci Monsieur le Président. J'avais 2 questions, mais vous avez, Monsieur Hoffel, déjà répondu à la première. Donc succinctement et très rapidement, une deuxième question par rapport à la contrainte MIF. Avec la réforme de la fiscalité et la mise en place du prélèvement forfaitaire unique et aussi tout ce qu'on a pu voter dans la loi Pacte pour inciter nos épargnants à investir dans les capitaux propres des entreprises par l'intermédiaire, bien sûr, des produits financiers. 18 mois après sa mise en œuvre, les professionnels réclament une révision de MIF 2 pour alléger certaines contraintes que cette réforme a occasionnées. Et c'est vrai qu'en tant qu'ancienne banquière, je ne peux qu'être favorable à des allègements de ces contraintes qui certes sont nécessaires, mais qui ne vont pas du tout dans le sens, malheureusement, de ce que je viens de dire, c'est-à-dire inciter nos épargnants à aller sur ce type de produit. Donc, je voudrais avoir votre avis sur cette révision. Est-elle souhaitable et surtout est-elle possible? Je vous remercie. Monsieur le Président, pour des réponses, alors, une série de questions a déjà obtenu réponse de votre part, et pour celles qui n'ont pas obtenu réponse. D'abord, juste un mot sur un point que j'ai évoqué dans l'avance, ce sont les petits établissements pour lesquels la réforme a un effet très, très lourd avec les 30 000 € que vous avez signalés. Je veux dire, moi j'ai eu peu de réclamations, mais j'en ai eu quelques-unes. J'ai demandé à ce qu'on fasse une étude à l'intérieur de l'autorité pour bien mesurer la portée en termes ex post, donc de la proportionnalité de cette réforme, et nous saurons en tirer les conséquences pour la prochaine campagne. Il y a un certain nombre de questions sur l'organisation que nous mettons en place pour assurer notre rôle en matière de finances durables. Donc l'AMF est déjà engagée, c'est-à-dire qu'elle fait, et cette année nous allons diffuser 2 rapports, un rapport sur la manière dont les entreprises cotées prennent cette dimension climatique en particulier dans leur information
extra-financières, donc sur les émetteurs, et un rapport sur la manière dont les sociétés de gestion communiquent et intègrent dans leur processus cette dimension. C'est en gros l'article 173, et il faut reconnaître que le dispositif européen qui se met en place est très proche du dispositif français que nous avons. Mais il faut que nous montions, et en particulier la loi Pacte nous a demandé plus, et nous sommes en train de mettre en œuvre la bonne organisation. Et pour moi, la bonne organisation, c'est celle que nous avons, du type de celle que nous avons d'habitude. C'est-à-dire que quand nous faisons des travaux, nous les faisons challenger par des comités qui représentent les intérêts de la place, experts sur ces sujets, avant de les diffuser, pour être sûr qu'il y a une qualité et que ça réponde effectivement aux besoins. Et là, nous avons par exemple une commission épargnant qui fait cela dans un certain nombre de domaines. Je crois qu'il faut qu'on trouve le bon interlocuteur de place pour challenger en temps réel les travaux que nous faisons. J'attire aussi l'attention que nous avons sur le fait que nous avons des programmes de contrôle qui sont ciblés sur ces éléments-là. Nous allons voir près de sociétés de gestion ou d'autres intermédiaires si effectivement ce qu'ils disent, ils le font effectivement. Donc, mais comme je l'évoquais, je crois qu'il faut qu'on ait une approche cohérente au niveau français. Donc on a des débats avec l'ACPR, on a des débats avec le ministère pour qu'on ait la meilleure utilisation de nos moyens. Mais il y a un enjeu très fort de crédibilité, parce que ce qu'il faut absolument éviter, c'est ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire le dévoiement de cette démarche-là, qui serait terrible parce que, à beaucoup de points de vue, d'abord parce qu'on a besoin des financements bien ciblés, et parce que je crois que l'industrie financière, et c'est ce que j'essaie de leur dire, joue gros dans cette affaire-là. Elle a l'occasion de se réconcilier avec le plus grand nombre à travers ce genre de choses, si elle est sérieuse. Et nous sommes là pour s'assurer qu'elle est sérieuse. C'est dans cet esprit que nous travaillons. La prochaine crise, je n'ai pas répondu parce que personne ne sait. Je crois que l'on a quand même renforcé de façon extraordinaire l'arsenal à la fois de solidité, qui assure la solidité des intermédiaires, et les informations qui nous permettent de réagir vite quand il se passe quelque chose. Cela étant, le risque, il peut ne pas venir, et c'est un peu cela que nous voyons aujourd'hui, il peut ne pas venir du système financier lui-même. Il peut venir du système réel, quelque part, qui, pour des raisons X ou Y, peut avoir un retournement très fort. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les taux étant très très bas, on est sur des niveaux de valorisation dans beaucoup de domaines qui sont très élevés. Et donc, quand on est sur un niveau de valorisation très élevé, les risques de correction sont forts. Si ce risque de correction, la plupart peut être absorbé aujourd'hui par les mécanismes qui ont été mis en place. Mais si ça se conjugue avec un retournement économique de grande ampleur, à ce moment-là, on a globalement un problème. On parle souvent des prêts à effet de levier qui sont très très importants, avec des mécanismes de type qu'on appelle CLO, d'obligations adossées à des prêts à effet de levier, qui ressemblent un petit peu à ce qu'on avait connu dans le subprime avant la crise. Tout ceci est vrai, ça n'a pas la même ampleur, mais c'est très peu répandu en tant qu'émission en Europe et en France en particulier, mais néanmoins il y a une vigilance parce que il y a une interconnexion qui est massive. Et si nous avons une crise quelque part dans un monde, en plus, j'observe qu'il y a une concentration de plus en plus forte sur un nombre de plus en plus réduit d'établissements. Et ces établissements sont donc tout particulièrement risqués, entre guillemets.
Pardon? Deutsche Bank, enfin, je ne ferai pas de commentaire. Non, l'affaire Deutsche Bank me soulève plutôt pour moi l'idée de dire, mon Dieu, y a-t-il encore en Europe des acteurs financiers européens de taille mondiale qui peuvent accompagner le développement des entreprises européennes dans le monde? Pardonnez-moi, vous pourriez peut-être me la transmettre, votre question. J'y apporterai une réponse plus précise que celle que je pourrais vous donner aujourd'hui, parce que vous faites allusion au code de l'énergie que je ne suis pas sûr de bien, mais si vous me la transmettez, je... Très bien. Madame May. Pardon, non, c'est un effet. Non, c'est un effet fort. En fait, il est clair qu'aujourd'hui, quand on voit les gens qui se relocalisent à Paris, les activités qui se relocalisent, en particulier beaucoup d'activités de marché à valeur ajoutée. Cet élément-là est un élément qui rajoute à l'attractivité de la place. À l'arrivée, je crois qu'après le Brexit, on va avoir un monde multipolaire en Europe financière. Il y a Francfort, il y a Paris, il y a Luxembourg, il y a Amsterdam, il y a Dublin, il y en a même d'autres. Ce qui renforce la nécessité de convergence de supervision à l'intérieur de l'Union. Mais au cours du temps, dans les années qui vont venir, les choses vont se redistribuer. Ne pensons pas que le mouvement, la photographie du Brexit ne changera pas au fil du temps. Et je crois que Paris a beaucoup d'atouts pour poursuivre dans la direction qui a été prise. Et je crois qu'il y a Madame Cariou qui souhaitait une réponse à ces questions. Alors le recouvrement, c'est pas nous. Nous, et c'est une unité qui est oui, mais qui est même localisée en province, qui est pas. Et on suit ça de très près. En particulier, c'est un point. Nous avons des réunions avec la commission des sanctions pour faire le point sur un nombre de choses deux fois par an. Et c'est un point incontournable de cette réunion en disant on en est où dans le recouvrement des sanctions. Parce que si on donne des sanctions qui ne sont pas recouvrées, ça ne sert à rien. Donc le taux de recouvrement est de plus de 95% sur quand la personne qui est sanctionnée est localisée en France. Plus de 95%. C'est vraiment bon. Après, lorsque la personne est localisée à l'étranger, et parfois même en Chine, ou enfin, je donne un exemple, mais là, c'est beaucoup plus laborieux. C'est beaucoup plus laborieux. On est à peu près 30-35, non ? À peu près dans le tiers. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement suivi, avec une collaboration très forte. Alors, ce que l'on essaye de faire maintenant, c'est à chaque fois qu'on peut, on met sous séquestre le plus tôt possible, parce que il y a une tendance à l'évaporation progressive. Donc, mais mettre sous séquestre, c'est aller devant un juge. C'est pas, ça se fait pas comme ça. Mais c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, je crois qu'il y a Mme Verdier-Jouclas qui souhaitait également. C'était Alors, il y a une revue de MIF qui arrive, et elle est obligatoire, ne serait-ce que parce que en Europe, on a une tendance extraordinaire à mettre en niveau 1, j'ai expliqué niveau 1, niveau 2, niveau 3, à mettre au niveau 1, voire au niveau 2, un luxe de détails incroyable qui fait que, par exemple, quand le Brexit arrive, il y a des choses qui deviennent impossibles à mettre en œuvre, des seuils divers et variés qui ont été calculés avec le Royaume-Uni dans l'Union. Donc la revue, elle doit arriver. Et elle doit arriver parce que... Alors, la question qui est complexe, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, trouver le bon équilibre entre ce qui est demandé et l'efficacité de ce qui est demandé. Parce que, en particulier, l'idée que l'on se penche sur la gouvernance des produits, produit par produit, et pas sur une approche patrimoniale plus vaste, a une tendance
à écarter du choix d'investissement ce que l'on voudrait développer, en l'occurrence. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez important, mais c'est à la frontière entre MIF et une autre réglementation qui s'appelle PRIPS. Donc nous avons mis ça à notre ordre du jour pour en discuter avec les... Mais pardonnez-moi, juste un exemple. On a la MIF, dans le cadre de MIF, on peut interdire des produits. L'ESMA peut le faire, l'AEMF peut le faire, aujourd'hui, par tranche de 3 mois, renouvelable, mais pas indéfiniment. Au-delà de ça, c'est aux autorités nationales de le faire. On l'a fait pour les options binaires au niveau de l'ESMA et les contrats pour différence, les CFD, à effet de levier trop fort. Très bien. Maintenant, ça va être fini, c'est aux autorités nationales de le prendre en charge. Chacun va n'en faire qu'à sa tête. Il y a beaucoup d'aspects de MIF qui demandent une revue. On en a listé un certain nombre. La Commission n'est pas pressée, je dois dire, d'agir dans ce domaine-là, et elle n'envisage pas une revue de très grande ampleur. Mais je citais la recherche, je citais la transparence des marchés. Est-ce qu'on a vraiment envoyé sur les marchés les plus transparents l'essentiel des réglementations, des opérations ou pas? Tout ceci n'est pas évident. Merci beaucoup, Monsieur le Président, donc pour cette audition. 5 minutes de suspension, le temps que Monsieur Parigi et Madame Dupont s'installent sur la mission d'info sur les taxes sur les titres de séjour.